Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Samuel Morin, co-directeur du programme TRAX et Maseka Gayama, co-directrice, est également présente aujourd'hui avec nous. Et on organise des webinaires régulièrement et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Kevin Lamy de l'Observatoire des sciences de l'univers de La Réunion qui va évoquer avec nous un travail en cours qui vise à améliorer nos connaissances et appréciation des solutions pour l'adaptation des territoires d'outre-mer tropicaux au changement climatique. Et donc on a souhaité lui donner la parole aujourd'hui pour nous exposer ce travail et éventuellement interagir avec les participantes et participants à ce webinaire sur la conduite de ce travail et les interactions qui pourraient être mises en place pour l'enrichir dans les prochains mois, étant donné que c'est un rapport qui peut faire référence sur ces impacts du changement climatique, adaptation, solutions sur les territoires outre-mer tropicaux. Bonjour à tous, merci au Paper Tracks pour cette invitation, d'avoir l'opportunité de présenter ce projet. Donc sans plus tarder, le projet, c'est un projet qui a émané d'une initiative conjointe de la Direction générale des Outre-mer, donc ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, et du CNRS. Et donc ce projet s'intitule Connaissances et solutions pour l'adaptation des territoires d'outre-mer au changement climatique. Donc ce projet, il est piloté depuis l'Observatoire des sciences de l'univers de La Réunion. Et le PI du projet, Jean-Pierre Camas, DRCNRS à l'OSU. Et participe également au projet Aurore Léocadie, qui est plus sur les aspects SHS, et Marie-Dominique Leroux en tant que personnel Météo France, qui a notamment beaucoup contribué aux questions de régionalisation du changement climatique dans les Outre-mer. Donc pour ma présentation, je vais d'abord vous faire une petite introduction sur la question des impacts et de l'adaptation. Je ferai ensuite une description du projet, des aspects méthodologiques, un point d'avancement, les articulations avec d'autres perspectives, avec d'autres initiatives en cours, et je finirai par une slide de perspective. Alors tout d'abord, sur le propos introductif, donc l'enjeu de ce projet, en fait, c'est de cartographier les connaissances sur les différents impacts du changement climatique. Depuis le changement climatique tout à gauche que vous voyez sur cette slide, et donc les différents paramètres du système climatique qui sont amenés à changer, température, précipitation pour l'atmosphère, mais bien d'autres paramètres, dans le compartiment océanique aussi, niveau de la mer, température, acidification, etc. Le compartiment de la cryosphère, dont on s'intéressait un peu moins au début parce que le projet était initialement centré sur les outre-mer tropicaux. Et donc l'enjeu, c'est de vraiment tisser les liens entre, depuis le changement climatique jusqu'aux impacts dans les différents secteurs. Alors, les impacts directs plutôt basés sur les risques naturels et les écosystèmes, et les impacts indirects aussi bien sur les questions d'aménagement, d'infrastructure, les questions de défense et de sécurité civile, les questions de ressources, de santé, ou encore de dynamique sociale et de justice environnementale. Les listes, bien sûr, des sous-secteurs ne sont pas du tout exhaustives, c'était juste à titre d'exemple. Donc si on prend par exemple la température de l'atmosphère, on peut constater qu'il y a une cascade d'impact assez importante. Les températures vont driver la dynamique des sécheresses, mais aussi des feux, ce qui a un impact sur les mouvements de terrain, sur l'érosion. L'ensemble de ces paramètres impactent les questions d'infrastructure et d'aménagement. D'un autre côté, la température peut affecter les écosystèmes, notamment les écosystèmes terrestres, pour la température de l'air, ce qui peut impacter directement l'épidémiologie des maladies vectorielles, mais aussi les questions de ressources, notamment l'agriculture et l'élevage, comme le stress thermique affecte les rendements, dans l'agriculture, notamment dans l'élevage, pardon, mais aussi dans l'agriculture, et donc avoir des conséquences sur les conflits autour de ressources, etc. Et bien sûr, l'ensemble de ces impacts se traduisent par des conséquences sociétales, aussi bien sur des aspects sciences sociales que droit de l'environnement. Donc pour faire cette cartographie d'impact, on se base sur ce qu'a établi le GIEC dans les rapports précédents, donc notamment sur la première, la définition de la R6 du risque, cette fameuse liste du risque que vous connaissez peut-être, qui est composée de trois items, donc l'aléa, qui est plus un paramètre physique ou biologique, donc ça peut être les canicules, les sécheresses, mais ça peut être aussi les vecteurs de maladie, les mouvements de terrain. La vulnérabilité, qui est plus un paramètre lié au secteur impacté, donc pour les personnes, ça peut être l'âge, le genre, les questions de mobilité, d'accès aux soins, le statut socio-économique. Pour la santé, ça peut être la qualité du système de santé. Encore une fois, c'est pas des listes exhaustives. L'exposition, c'est plus un paramètre qu'on va dire géographique, donc c'est lié à l'exposition des biens ou des personnes à tel ou tel risque. Parfois, ça peut être lié à l'activité professionnelle aussi, qui expose plus ou moins certains risques, notamment par exemple le rayonnement ultraviolet. Et donc de plus en plus, cette définition du risque est en train d'évoluer afin d'intégrer une quatrième composante qui est l'adaptation, puisqu'en fait les socio-écosystèmes sont aujourd'hui considérés comme une composante additionnelle des risques climatiques, puisqu'ils s'adaptent en fait de manière dynamique
aux changements globaux de manière générale, pas que climatiques. Et donc les secteurs concernés par les impacts étant les risques réalisés du changement climatique sont les suivants. Donc, vous avez tout un tas de secteurs là qu'on a définis comme ça pour le projet. Alors c'est les secteurs de la slide précédente, risques naturels, biodiversité, écosystème, santé, ressources, sciences humaines et sociales et droits, défense et sécurité civile et aménagement durable. Et bien sûr, on s'intéresse dans ce projet à la partie changement climatique observé attendu, donc vraiment le forçage en entrée qui va impacter les différents secteurs. Encore une fois, ces listes-là sont purement à titre illustratif et c'est pas du tout exhaustif. Alors la description du projet, face à ce problème assez complexe qu'est l'adaptation au changement climatique, le CNRS et la DGEM ont décidé de monter un projet de cartographie des connaissances et solutions pour l'adaptation des territoires d'outre-mer tropicaux au changement climatique. Donc l'idée, c'est de construire un rapport de synthèse des connaissances scientifiques qui balaye à la fois les questions d'aléas, de vulnérabilité, d'exposition, de résilience, des questions de risque et impact observés ou attendus, et bien sûr les solutions d'adaptation et les verrous associés à ces solutions. Associé à ce rapport, on construit aussi des synthèses à l'intention des décideurs, et on y ajoute aussi 3 bases de données qui sont des supports aussi, pour la construction des rapports, donc une base de données bibliographique, une base de données des systèmes d'observation et de modélisation, et une base de données des projets de recherche et des solutions d'adaptation. Donc, adossé à ce projet, un second projet est venu se greffer, qui est un projet qu'on a monté avec la Banque des Territoires et le CNRS. Donc, c'est un projet plus entre sciences humaines et sociales, sciences politiques et sciences du climat, qui vise à mener des enquêtes semi-directives afin de mieux comprendre les leviers, freins et verrous à l'adaptation au sein des politiques publiques territoriales. Donc, comment se découpe ce projet? Il se découpe en 4 working packages. Donc, un premier working package que vous voyez à gauche, là, le WP1, qui est vraiment plus sur la partie système climatique, donc changement climatique observé et attendu, à la fois dans les régions océaniques délimitant les Outre-mer, mais aussi au sein des territoires même. Donc, pour l'océan Indien, c'est Réunion Mayotte. Pour l'Atlantique, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon. Et pour le Pacifique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna. Le second working package, c'est plus les analyses sectorielles, c'est un peu l'équivalent du deuxième rapport du GIEC, du working group 2, pardon. Et donc c'est plus sur les risques, impacts et adaptation. Donc dans ces analyses sectorielles, on cartographie toutes les connaissances sur les situations transposables aux Outre-mer, donc écosystèmes tropicaux, villes littorales, économie insulaire, etc. Et on cartographie aussi les connaissances au sein des territoires même, donc des Outre-mer de l'océan Indien, de l'Atlantique et du Pacifique. Le troisième working package, c'est la construction des bases de données, comme je l'avais évoqué. Donc les bases de données d'items bibliographiques, de systèmes d'observation et de modélisation, de projets de recherche et de solutions d'adaptation. Et le dernier working package, qui est en fait la combinaison de ces 3 premiers working packages, dont le but est d'avoir un rapport final et des synthèses territoriales. Donc dans ces synthèses, on fera à la fois la synthèse des connaissances, mais aussi des lacunes de connaissances. Donc en termes méthodologiques, alors pour le rapport final, on s'est beaucoup inspiré de ce qu'a fait le GIEC. Donc vous avez la structure du rapport sur cette slide avec une première partie qui seront les synthèses à l'intention des décideurs, un premier chapitre changement climatique observé et attendu, tout d'abord à l'échelle globale pour contextualiser, à l'échelle des régions océaniques et ensuite à l'échelle des outre-mer tropicaux. Donc c'est un peu l'équivalent du Working Group 1 du GIEC, Physical Science Basis. Et ensuite, on a 9 autres chapitres, donc 7 chapitres sectoriels, c'est les 7 secteurs que je vous ai présentés avant. Un chapitre qui est vraiment centré sur les questions d'adaptation, où on essaie aussi de faire un peu de pédagogie sur comment on caractérise l'adaptation et aussi la maladaptation. Et un chapitre plus méthodologique, où on représente un peu les modèles climatiques, les scénarios climatiques, les équivalences avec la TRAC, etc. Et donc au sein de ces chapitres, notamment des chapitres sectoriels, on les découpe en 4 parties. Une première partie qui est sur les situations transposables, donc dans les îles, dans les tropiques, dans les villes littorales, et 3 autres parties qui sont plus centrées sur les bassins, donc les outre-mer de l'océan Indien, les outre-mer de l'Atlantique et les outre-mer du Pacifique. Et donc cette deuxième partie du rapport, elle est beaucoup plus comparable au rapport 2 du GIEC, et un peu au rapport 3, même si on ne s'intéresse pas beaucoup à la question de l'atténuation. C'est vraiment centre adaptation. Donc maintenant sur la constitution et la classification du corpus, on a 3 sources de données en fait pour alimenter notre travail. Donc une première source qui vient des publications scientifiques sur les situations transposables. Donc cette première source, on
On fait notre revue de manière non systématique et on va aller parcourir les rapports notamment du GIEC, mais aussi de l'IPBES, des articles de review qui ont synthétisé déjà la connaissance sur différents secteurs. Et ça nous permet d'alimenter la partie situation transposable des analyses sectorielles. Ensuite, on a 2 sources de données qui sont les publications scientifiques spécifiques aux Outre-mer. Cette fois, on essaie de faire une revue systématique. Je vous présenterai comment on la déploie, cette revue, après. Et une 3e source qui est la littérature grise locale. Et donc, c'est la littérature grise qui est produite notamment par les services de l'État dans les Outre-mer. Ça peut être l'ADA, l'ONF, la Caisse centrale de réassurance, l'INSEE. Et en fait, ces services produisent beaucoup de données de qualité, notamment sur les questions d'exposition et de vulnérabilité qui sont assez peu présentes au final dans la littérature scientifique. Et ça permet aussi assez bien de contextualiser à la fois la situation territoriale par rapport aux changements globaux. Et donc ces 2 dernières sources de données nous permettent d'alimenter le Working Package 1 et les analyses sectorielles territoriales. Une fois qu'on a constitué tout ce corpus, on classifie tous nos items par secteur sous secteur, par type d'étude, et par territoire et région océanique. Mais ensuite, on les intègre dans la base de données et on les intègre et on les synthétise dans le rapport. Alors pour la classification, on a 3 niveaux de classification. Un niveau plus lié au territoire ou à la région géographique. Donc si un item de bibliographie concerne la Réunion, on va lui mettre un marqueur Réunion. Si ça concerne Mayotte, on met un marqueur Mayotte, etc. pour les autres outre-mer. Si ça concerne la région de l'océan Indien, on le marque aussi. Ou bien si c'est une étude plus globale, on le marque avec le tag global. On cartographie aussi les études par type d'étude. Alors, est-ce que c'est de l'observation? Est-ce que c'est de la modélisation? Est-ce que c'est une étude qui se concentre sur la partie historique et contemporaine? Ou bien sur la partie future? Donc, est-ce que c'est de la projection d'impact, par exemple? Est-ce que c'est un système d'observation au sens large, hein, ça peut inclure la description d'un système, le développement ou l'amélioration d'un système. Est-ce que c'est un système de modélisation? Donc, est-ce que ça inclut sa description, son développement ou son amélioration? Est-ce que c'est une publication qui apporte des éléments sur l'exposition à tel ou tel risque climatique ou sur un mécanisme qui force l'exposition? Est-ce que c'est de la vulnérabilité? Est-ce que c'est un processus d'impact? Alors, qu'est-ce qu'on appelle processus d'impact? En fait, c'est un peu l'équivalent de ce que vous retrouvez dans les rapports du GIEC sous le terme Climate Impact Drivers. Et en fait, c'est une publication qui étudierait comment, par exemple, la température impacte les maladies vectorielles. Donc ces publications ne sont pas forcément contextualisées par rapport au changement climatique, mais elles décrivent comment une variable du système climatique en fait va impacter un secteur. Donc c'est ça qu'on appelle une publication processus d'impact. Et enfin, on essaie aussi de mettre le paramètre climatique associé, s'il y a processus d'impact. Et le 3e niveau, il est plus lié au secteur et au sous-secteur. Et donc ici, on vient mettre le secteur et le sous-secteur correspondant de notre classification. Donc ça peut être biodiversité, écosystème, avec écosystème marin en sous-secteur, ou bien risque naturel avec mouvement de terrain en sous-secteur, etc. Les items de publication sont parfois transsectoriels, donc certains items peuvent bien sûr être associés à 2 secteurs et 2 sous-secteurs, ou à plusieurs même. Donc, alors, cette classification, elle nous sert en fait à faire des bilans de connaissances. Alors, sur ce graphe préliminaire que vous avez de la bibliographie sur la Réunion, là, c'était que publication scientifique, donc avec comité de lecture. Sur l'axe de l'abscisse, vous avez les différents secteurs. Donc, en premier, le risque naturel, avec différents sous-secteurs, mouvement de terrain, érosion, risques littoraux, etc. Un 2e secteur, ensuite, biodiversité, écosystème, aménagement durable, santé, ressources, sciences humaines et sociales, droit, et défense et sécurité civile. Et en ordonnée, vous avez les différents types dont je vous ai parlé précédemment. Donc, est-ce que c'est de la projection, de l'observation, de la modélisation? Est-ce que c'est un mécanisme, donc un processus d'impact? Est-ce que c'est vraiment de l'impact, c'est-à-dire qu'on a documenté l'impact du changement climatique sur tel ou tel secteur? Est-ce que c'est de l'exposition, de la vulnérabilité, ou est-ce que ça traite de l'adaptation? Et donc, cette cartographie nous permet vraiment de faire remonter les trous dans la raquette par secteur et sous-secteur et par type d'étude. Et par territoire, bien sûr. Donc maintenant, pour traiter le corpus, qui est assez conséquent en fait sur les Outre-mer, on a implémenté une nouvelle méthodologie qu'on est en train de valider. Alors, on fait quelque chose d'assez classique à la base. On fait une recherche bibliographique. On moissonne avec une API, avec différentes API, différentes bases de données, notamment OpenAlex, Web of Science, Lens ou Dimension. Une fois qu'on a rapatrié tous ces articles, on consolide notre base de données. Donc, on fusionne les doublons. On moissonne les métadonnées manquantes. On utilise pour ça des différentes API que vous connaissez peut-être, Crossref, Isidore ou PubMed. Ça nous permet en fait de réalimenter les abstracts manquants, les keywords manquants, etc.
Et ensuite, on traite notre base de données avec une IA générative qui nous permet de faire un premier tri, une première classification. Et en bout de chaîne, on a quand même une curation manuelle et une intégration des résultats dans les rapports et dans les bases de données qui se fait vraiment manuellement. Alors, pour la première étape, pour le moissonnage, la recherche bibliographique, en fait, on combine simplement des mots-clés. On a un premier jeu de mots-clés qui est lié au système climatique. Donc, ça peut être changement climatique, climate change, ou bien température, pluie, température de la mer, salinité, acidification. On a à peu près une vingtaine de mots-clés comme ça, en français et en anglais. On a des mots-clés qui sont associés plus au secteur et sous-secteur, donc risque naturel, mouvement de terrain, écosystème, santé, etc. Ici, on a à peu près une soixantaine de mots-clés. Et un dernier jeu de mots-clés qui est lié au territoire, en fait. Donc là, pour la recherche océan Indien, c'était Réunion, la Réunion, Réunion Island, différentes façons dont on trouve la Réunion, ou Mayotte. Et donc la combinaison de ces trois jeux de mots-clés constitue notre corpus. Et ensuite, ce corpus, une fois qu'il est harmonisé, on va utiliser une IA générative pour le trier. Alors comment est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, on va envoyer à l'IA un set de questions que vous retrouvez à gauche. Donc la première question, elle pose simplement la question, est-ce que cette étude est pertinente par rapport à l'impact et à l'adaptation au changement climatique dans les territoires d'outre-mer? La deuxième question, elle demande, est-ce que cette étude adresse une composante spécifique du système climatique, donc la température, les précipitations, ou bien une oscillation, une composante du système climatique. La troisième, on demande quelle est cette composante. Les questions 4, elles sont plus liées au type d'étude. 5, au territoire. 6, est-ce que c'est historique, futur, etc. En fait, on essaie de reconstruire la classification que je vous ai montré juste avant, en fait, avec ces questions-là. Et on impose aussi un format à l'IA générative. Ce format, en fait, nous permet de retraiter les données en sortie. Parce qu'en fait, le modèle d'IA générative, on lui envoie un message, on lui envoie les sets de questions, l'abstract, le titre et les keywords s'ils sont présents. Et ce modèle, il va nous renvoyer un autre message. Et donc, il faut pouvoir le traiter automatiquement. Donc, on lui impose aussi un format de réponse, ce qui nous permet de le traiter automatiquement et de le remettre en base assez simplement. Donc là, je vous ai mis un exemple du type de réponse qu'on retourne pour différents articles. Donc là, on avait un article à gauche sur une plante qui avait une taille différente en fonction du niveau d'altitude de l'île de la Réunion. Et on parle dans cet article d'ailleurs de l'impact de la température sur le développement de ces plantes. On ne parle pas forcément du changement climatique, mais ça reste quand même pertinent. Et donc l'IA nous a bien dit que c'était pertinent, que c'était lié à la température, que c'était un mécanisme, que c'était des observations historiques, etc., quel secteur ça correspondait. Donc ça marchait assez bien. Alors les premiers tests préliminaires qu'on avait faits, on avait trié manuellement une centaine d'articles, on a comparé à ce que l'IA retournait comme résultat. On a à peu près 86% de résultats corrects, c'est-à-dire que ce sont des vrais positifs ou des vrais négatifs. Pour la première question, j'entends. C'est-à-dire que l'IA nous a dit que dans 86% des cas, que c'était bien un article pertinent ou que c'était pas un article pertinent et l'expert était d'accord avec ça. Et le tri manuel, c'était en accord avec le tri manuel. On n'avait que 8 articles qui étaient un faux positif, c'est-à-dire un article pertinent un article pas pertinent qui a été retenu pertinent par l'algorithme. Et on avait une dizaine d'articles qui étaient des faux négatifs, c'est-à-dire retournés non pertinents par l'article, mais qui étaient pertinents non pertinents par l'algorithme, mais qui étaient pertinents selon l'expert. Donc on souhaite pousser plus loin la validation et valider l'ensemble des questions en fait. Et donc on fait aussi, je profite de ce webinaire pour faire un appel à contribution d'experts de différents secteurs afin de valider la méthode en vue d'en faire une publication. En fait, ce travail est assez important parce dans la recherche scientifique en général, on a une croissance exponentielle de la littérature scientifique et on a un problème où on n'arrive plus à faire des revues systématiques de manière exhaustive parce qu'on a beaucoup trop d'articles en fait. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui d'arriver à des méthodes de classification automatisées et robustes. Donc l'idée de cet appel à contribution, ce serait venir classer manuellement une vingtaine d'articles et travailler avec moi sur la vérification des performances du modèle pour chaque question. Donc un autre exemple plus concret, donc à gauche là vous avez un article sur le chikungunya à La Réunion, sur une enquête qui a été réalisée dans les hôpitaux. Donc on a extrait cet article abstract, le titre, les mots-clés, on l'envoie à l'algorithme qui nous fait un premier tri et une classification.
Suite à ce premier tri classification, on génère simplement un fichier texte où on a encore une fois le DOI, le titre, l'abstract, et on a la réponse aux différentes questions. Et nous, on travaille à partir de ce document texte, où on juge ou pas de la pertinence des réponses de l'algorithme par rapport à l'article, et on l'intègre ou pas dans le rapport. Et on vient rajouter un petit tag ici, est-ce qu'on l'a sélectionné ou pas, ce qui nous permet de comparer le modèle à un tri manuel expert, on va dire. Et ensuite, on intègre bien sûr aussi dans la base de données, qui est une base d'items bibliographiques, qui est une base de données Zotero classique que vous connaissez probablement. Et on retrouve à gauche là les marqueurs dont je vous ai parlé, donc sous-secteur ici chikungunya, maladie vectorielle. C'est une étude historique d'observation qui a eu lieu à La Réunion, qui concerne la santé. Il y avait des aspects de vulnérabilité dedans. Donc maintenant sur la partie synthèse territoriale et sectorielle, alors on essaie de synthétiser toute la connaissance qu'on rapatrie dans les rapports et les bases de données. Et donc pour ça, on prend on découpe de cette manière-là. Donc là, vous avez une synthèse qui a été construite notamment à partir des résultats de Météo France sur La Réunion, du projet Brio, qui a fait une descente d'échelle sur les îles de l'océan Indien, afin d'essayer d'évaluer les projections climatiques futures. Mais il y a aussi des résultats liés plus aux stations d'observation de Météo France à La Réunion. Donc la première colonne, c'est les changements observés. La deuxième colonne, c'est les changements attendus au long terme, à l'horizon 2071-2100. Et donc vous avez différents paramètres ensuite qui sont liés aux précipitations et sécheresses. Donc cumul annuel, précipitations saisonnières, jours secs consécutifs, précipitations extrêmes, indice de sécheresse, etc. Et bon, dans ce cas-là, il n'y avait pas forcément de distinction entre les différents scénarios, mais on essaie de le distinguer aussi. Quand on a différents scénarios SSP ou RCP, on les distingue en fait, où on met des sous-colonnes dans les changements attendus, bien sûr. Donc je ne rentrerai pas dans les détails des résultats. Ensuite, pour les secteurs, on fait un peu le même type de synthèse, où encore une fois, vous avez une première ligne, la changement observé, une deuxième ligne, changement attendu, et trois colonnes. Une colonne, ce que dit la littérature scientifique, pardon. Je suis passé. Ce que dit pardon, une première colonne, ce que dit la littérature scientifique à l'échelle globale, pour les changements observés, pour les changements attendus, ce que dit la littérature scientifique dans les situations transposables. Donc dans notre cas, là, c'était dans les petites îles notamment. Et une dernière colonne, ce que dit la littérature scientifique à La Réunion. Et donc là, c'était pour le cas des inondations, donc le sous-secteur risque naturel. Et alors on avait ce type de synthèse est assez intéressant parce que ça permet en fait de mettre en perspective des connaissances alors qu'il y a des lacunes de connaissances dans les territoires. Bien souvent, en fait, on n'a pas d'études surtout de tendance à long terme, de projection climatique, d'impact dans les territoires d'outre-mer. On a, par exemple, là pour les inondations, on n'avait aucune étude spécifique qui décrivait l'évolution attendue des projections des inondations fluviales urbaines ou côtières. Mais pourtant, on a d'autres études qui ont documenté ce type d'évolution à Hawaï, notamment sur une augmentation potentielle du nombre d'événements de débits fluviaux. Mais la littérature scientifique dans les petites îles précisait que les preuves restaient limitées. Et à l'échelle globale, on a quand même des informations un peu plus appuyé, on va dire, notamment qu'on retrouve dans le GIEC, sur une potentielle augmentation de l'aléa d'inondation, une augmentation de la fréquence des événements pluviométriques extrêmes, et des changements régionaux plutôt hétérogènes, mais une proportion plus importante des régions étudiées qui devraient connaître une augmentation de la fréquence des inondations. Donc maintenant pour la partie base de données, des projets de recherche, solutions d'adaptation, systèmes d'observation et de modélisation. Donc on construit des bases de données à partir de formulaires en fait qu'on diffuse. On les a retravaillés très récemment, donc on va les rediffuser massivement. Et donc l'idée de ces formulaires, c'est de venir acquérir de l'information sur les systèmes d'observation, de modélisation, projets de recherche et solutions d'adaptation. Donc des informations générales liées simplement au titre, à l'acronyme du modèle, au système, au projet, le PI associé, les instituts affiliés, des infos territoriales, quel territoire ça concerne en fait, tout simplement, des infos sectorielles, quel secteur est concerné par ce système, ou ce projet, ou cette solution. Et on souhaite aussi à travers ces formulaires essayer de faire remonter des besoins, des lacunes ou des difficultés. Donc ça peut être pour les systèmes d'observation des besoins liés à la maintenance des instruments, à la pérennité du système d'observation, aux pannes récurrentes, à des questions de déploiement, des questions opérationnelles. Donc c'est aussi une manière pour la recherche de faire remonter ces difficultés à travers cet exercice. Donc un point d'avancement maintenant sur le projet, donc sur les 4 working packages. Donc sur le working package 1, changement climatique observé attendu dans les outre-mer tropicaux, on a un premier draft qui est terminé.
Et on a une première révision qui a été réalisée notamment par les différentes directions interrégionales de Météo France qui ont beaucoup alimenté en fait ce chapitre. Donc la DIROI, la DIRAG et la DIRPF pour Océan Indien, Antilles, Guyane et Pacifique. On a pour le deuxième working package, donc les analyses sectorielles, on est en train de terminer la partie situation transposable et Océan Indien. On commence l'écriture de la partie Océan Atlantique. Et enfin, pour le troisième working package, base de données, ça se construit au fil de l'eau en fait, au fur et à mesure qu'on tombe sur des articles qui décrivent un nouveau système d'observation, un système de modélisation, ou bien où on nous communique de nouvelles informations sur un projet, on alimente nos bases de données comme ça. Et donc l'ensemble de ces working packages vont constituer le rapport final et les synthèses sectorielles. Et on a pour l'instant des premiers drafts issus des working packages 1, 2A et 2B, c'est ce que je vous ai montré avant sur des premières tentatives de synthèse territoriale. Donc en termes d'articulation, ce projet à l'échelle des territoires des Outre-mer, il s'articule en fait avec pas mal d'initiatives que j'essaie de vous résumer sur cette diapo. Donc la première ligne, c'est plutôt une initiative qui est émanée en fait de l'État et qui est copilotée à La Réunion par le SGAR, donc le secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture, la DEAL et la région Réunion. Donc il y a eu 3 phases là-dedans, une phase plus lancement, diagnostic et débat. C'est un exercice qui est plus centré atténuation, mais il y a des éléments d'adaptation dedans et qui devra aboutir vers une feuille de route à atténuation avec des éléments d'adaptation, bien sûr, parce qu'il y a certains projets qui sont atténuation et adaptation à la fois. Donc la deuxième ligne, c'est le projet que je vous ai présenté, Connaissance pour l'adaptation des territoires d'outre-mer au changement climatique, en copilotage des GEM CNRS. Le troisième projet, c'est un projet qu'on vient d'initier sur les leviers, freins et verrous à l'adaptation au sein des politiques publiques territoriales, en copilotage donc des territoires et CNRS. Donc l'idée de ce projet, comme je vous l'avais dit, c'est de faire des enquêtes sur l'action publique pour l'adaptation au changement climatique, donc aussi bien au niveau des collectivités, des intercollectivités, de la région et du département de la Réunion. Donc c'est à la fois faire un état initial des leviers, freins et verrous à l'adaptation, mais c'est aussi impliquer et sensibiliser les décideurs et les élus à cette thématique. Donc la quatrième ligne, c'est le projet Risquera, qui est un sous-projet de Climax. Alors Climax, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un projet européen qui vise à financer une 60aine de régions à travers l'Europe afin d'utiliser une boîte à outils qui permet de combiner des données d'exposition, de vulnérabilité et d'aléas et des données climatiques afin de générer de la cartographie de risque climatique à la fois sur la partie historique que sur la partie future. Et donc, dans ce projet, il y a aussi toute une phase de transfert de connaissances et de re-questionnement des documents de planification territoriale. Donc, à l'échelle des territoires, on a notamment les schémas d'aménagement régional à l'échelle de la région qui définissent en fait l'utilisation des terres. Il y a les PCAET au niveau des intercos qui définissent aussi la question de l'adaptation et les PLU à l'échelle des communes, voire même les PPR aussi qui peuvent beaucoup utiliser ce type de cartographie de risque climatique en fait pour le zonage. Et enfin, les 2 dernières lignes, ça se passe côté région Réunion, donc la révision du schéma d'aménagement régional que je viens de vous parler, où il y a un chapitre individualisé adaptation au changement climatique, qui se veut un peu équivalent SRCAE, PCAET, si vous connaissez ce schéma. Et le montage bientôt du groupe régional d'experts sur le climat, que pilote la région avec le soutien de l'OSU Réunion. Et donc nous, au sein de ces différentes initiatives, on essaie de faire de la culturation au risque climatique, de présenter notre projet et de tisser du lien en fait à l'interface science-société, de manière générale. Donc en termes de perspective, le projet initialement était prévu jusqu'en septembre 2025, mais face à l'ampleur de la cartographie, qui est assez conséquente pour l'ensemble des Outre-mer, il a été prolongé jusqu'en septembre 2026, donc avec des moyens bien sûr de fonctionnement, de mission sur les territoires. Le projet va être étendu au territoire de Saint-Pierre et Miquelon. Initialement, ça ne concernait que les Outre-mer tropicaux. On a le souhait de mettre en place un conseil scientifique pour le suivi et la validation du rapport et des synthèses. Et je profite de ce webinaire pour faire un appel à contribution. On recherche des auteurs, autrices principales ou bien des référents ou référentes d'analyse sectorielle, puisqu'à l'OSU, on est surtout centré sur la partie physique ou biologique, et on ne peut pas prétendre être des experts de l'aménagement, de la santé ou de la défense et de sécurité civile. Et donc, si on pouvait avoir au moins des référents pour chaque analyse sectorielle qui pourrait être un peu garant du contenu de ces analyses. Bon, je recherche bien sûr des co-auteurs, co-autrices de chapitres, de ces sections, de sous-sections. Si vous voulez nous envoyer juste une petite partie sur une sous-section très particulière, ça nous intéresse aussi. Nous faire remonter des études qu'on serait peut-être passé à côté, ou des projets de recherche. On recherche aussi des relecteurs-relectrices
et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, des personnes qui souhaiteraient travailler sur les questions de revue systématique avec IA assistée. Donc en termes de calendrier, on prévoit en avril 2025 d'avoir une première version de la partie changement climatique observé et attendu pour tous les Outre-mer et de la partie situation transposable et océan Indien pour les analyses sectorielles. Dans la continuité des analyses sectorielles, on prévoit une V1 anti-Guyane à l'horizon de juillet 2025, une V1 pour le Pacifique à l'horizon d'octobre 2025, et ensuite démarrera un aller-retour entre review du rapport, construction des synthèses et correction, pour aboutir à une approbation finale du rapport, publication et diffusion à l'horizon septembre 2026. Donc voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc merci de votre attention. Vous retrouvez sur cette slide nos adresses email de contact et aussi un lien sur lesquels vous pouvez avoir une description un peu plus détaillée du projet. Donc, merci Kevin, ça montre l'ampleur du travail déjà réalisé et puis ce qui reste à venir avec, on a bien entendu tes appels différents, si tu veux remettre ta page aussi précédente. Est-ce est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois une main, je pense que c'est une main levée de Ali Belmadani. Bonjour Kevin, merci pour la présentation. J'ai juste un point de détail là. Tu as parlé de la relecture ou révision du premier chapitre correspondant au WP1 par les différentes directions interrégionales ultramarines de Météo France. Et tu n'as pas mentionné la direction de Nouvelle-Calédonie. C'est un lapsus de ta part ou est-ce qu'ils sont dans la boucle? Non, ils sont dans la boucle. J'ai eu Alexandre Pelletier qui avait fait un premier retour. C'est Alexandre Pelletier de mémoire, hein. Et en fait, oui, il y a DIR NC et DIR PF. Donc j'ai eu Alexandre Pelletier de DIR NC et j'ai eu Victoire Laurent de mémoire de DIR PF. Ok, c'est parfait. D'autant que la DIR-NC a également Wallis et Futuna dans son périmètre. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour Kevin, donc Samuel Somo, moi je suis le responsable de l'équipe de modélisation régionale au CNRM. Toulouse. Là, j'ai plein de questions, je trouve ça super ce rapport, j'étais pas du tout au courant. Alors je vais commencer juste par une première, et puis je verrai si j'ai un deuxième tour. Moi je suis très intéressé par l'expérience que vous avez avec le modèle de langage sur la partie review biblio. Je pense qu'en effet, je ne sais pas si c'est une bonne pratique, mais en tout cas c'est vraiment cool de l'explorer. Et du coup, je voulais savoir si la mise en œuvre de ce modèle de langage, son développement, c'était quelque chose qui avait été très coûteux en temps humain. Et ensuite, je voulais savoir jusqu'à quel point vous l'utilisiez. Donc, par exemple, est-ce que c'est le modèle de langage qui écrit les tableaux de synthèse que tu nous as montré? Tu nous en as montré quelques-uns là, des genres de tableaux matriciels, global, régional, local ou sectoriel. Est-ce que le modèle de langage est capable aussi d'écrire les synthèses, au-delà de sa capacité à trier les articles? Alors, il serait capable parce que moi je l'ai testé, j'ai pas validé, mais par contre je l'utilise pas pour ce rapport parce que la commande initiale c'est clairement pas faire de la revue systématique via assisté. Face à l'ampleur du projet, en fait, moi j'ai eu cette idée de tester cette méthode et donc ça m'a pris ça m'a pas pris tant que ça en fait de temps. À développer, je sais pas, je dirais 2 à 3 semaines. C'est simplement des scripts où je traite une base de données, je l'envoie à l'API, c'est relativement simple si on connaît comment ça marche une API et qu'on sait coder un petit peu. Et après, nous, on s'en sert pas vraiment pour écrire dans le rapport. On n'écrit rien avec ça parce que justement, il y a une question éthique encore là de validation qui serait pas correct de l'écrire avec. Mais si je remets mes slides, vous avez toujours la présentation là? Oui. Tout à fait. En fait, donc comme je l'ai dit, on extrait les infos de l'article, on l'envoie au modèle. Le modèle, ensuite, il nous renvoie ses réponses. Là, on le voit un exemple là. Et donc pour cet article, moi, toutes ces réponses, en fait, je les renvoie dans un document, texte simple, par secteur. Comme ça me facilite aussi. Je travaille que sur un secteur à la fois. Enfin, mentalement, c'est peut-être un peu plus facile à faire. Donc, je trie juste par secteur selon ses tris à lui, qui des fois sont d'ailleurs pas tout à fait pas pertinents, mais par exemple, il y a des items qui sont entre biodiversité et santé. Par exemple, cet item typiquement qui est sur les maladies vectorielles, ça traite des moustiques, donc ça pourrait être de la biodiversité, mais ça pourrait être de la santé. Donc, parfois, ça arrive dans l'un ou dans l'autre. Bref, j'exporte tout ce qui m'a retourné sur les aspects santé, par exemple, dans un document, et ses réponses aux questions. Donc moi, je regarde comment j'intègre dans le rapport, je regarde l'abstract,
Je regarde la réponse qui m'a répondu et généralement, je copie-colle le DOI dans mon navigateur et je vais regarder l'article un peu plus en détail. Et je fais le résumé moi-même, en fait. Je l'écris plus. Je m'inspire peut-être de ce qu'il m'a écrit là en fait, dans la question 9, je lui demande de me faire une première synthèse de l'article. Et je peux m'inspirer de ce qu'il m'a écrit, mais je vais quand même relire l'abstract, voire même relire l'article. Euh, mais ça me permet en fait quelque part de dégrossir le terrain plus rapidement. Mais la dernière étape, elle est bien sûr une curation, comme je l'avais mis dans cette slide là, je crois. Par souci éthique, on fait quand même une curation manuelle et une intégration des résultats manuellement à la fin. Parce que aussi, on ne l'a pas validé, parce que c'est pas l'objectif du projet. Et on n'en est pas là, je pense, à pouvoir construire complètement des synthèses en appuyant, en lançant un script. On n'en est pas tout à fait là. Il y a quand même des étapes de validation, je pense, assez nombreuses à faire. Mais c'est une piste, à mon avis, à explorer, parce que ça a été évoqué la dernière fois au séminaire GIEC à Saclay, où même l'IPCC, je crois, se penche sur cette question de comment utiliser l'IA générative. Et je pense qu'il ne faut pas utiliser l'IA générative simplement en lui posant des questions. Il faut lui poser des questions sur un contexte précis, sur un bout de texte, de lui dire de trier, sur un bout de texte, de lui dire de synthétiser. Et pas lui poser des questions ex nihilo, où il irait chercher dans une base de données dont on ne sait pas trop de quoi elle est constituée, où ça peut générer des hallucinations, etc. Tous les problèmes associés en fait avec l'IA générative. Samuel, tu veux poser une autre question ou on passe la parole à quelqu'un d'autre et on revient vers toi après? Non, je préfère que tu passes la parole à quelqu'un. D'accord. Alors, j'avais vu une main levée de Laurent. Oui, bonjour. Merci Kevin pour cette présentation très intéressante. J'ai deux points. Alors, un, je vais rebondir sur la question de Samuel. Donc, j'ai été auteur du GIEC dans le chapitre 10 là récemment. Et alors, ce qu'on nous a dit pendant 5 ans sans arrêt, c'est qu'une synthèse, enfin, le GIEC fait une évaluation, il ne fait pas une synthèse. Personnellement, je doute fort qu'une IA générative soit capable de faire ce qu'on appelle un assessment ou une évaluation. Pour tout un tas de raisons, mais enfin, bon, je ne vais pas développer, mais j'ai de forts doutes là-dessus. Les deux choses sont tout à fait différentes. Donc, faire une synthèse, c'est pas du tout faire une évaluation au sens assessment du GIEC. Ouais. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que, donc, vous prenez juste uniquement la fin de siècle dans le futur, et je voulais poser la question, est-ce que c'est un choix et la deuxième question, alors dans le GIEC, on discute beaucoup des histoires des niveaux de confiance sur ce qu'on. Et là, j'ai pas vu, tu n'as pas mentionné les aspects niveau de confiance sur les projections. Donc voilà, je voulais avoir ton retour sur ces deux aspects. Merci. Alors sur le premier aspect, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que là, entre synthèse et évaluation, il y a une différence et que c'est aussi pour ça qu'en fait, on souhaite avoir des étapes de review, que c'est l'exercice collégial en fait d'évaluation des synthèses pour émerger un consensus scientifique. Et ce rapport, il serait au final un peu caduque s'il serait juste généré quelque part par Kevin Lamy, postdoc à l'OSU, parce que c'est bien trop vaste et ça implique vraiment que plusieurs personnes discutent des différents résultats et confrontent des points de vue. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec qu'il faut clarifier cette différence entre synthèse et évaluation. Et pour le deuxième point, qui était sur oui, les horizons temporels. Et les niveaux de Alors, confiance, ouais. oui, les niveaux de confiance. Alors, les niveaux de confiance dans les situations transposables, pour l'instant, on se fie sur la façon de faire du GIEC, c'est-à-dire confiance faible, confiance moyenne, confiance élevée, avec cette fameuse matrice là sur le nombre de preuves et la concordance entre les preuves. Donc, on essaie de garder un peu la même logique. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des bilans de connaissances. C'est ce qui va nous permettre, en bout de chaîne, de voir, lorsqu'on va construire nos synthèses, à quel point on a de connaissances sur un secteur ou pas. Si on a une publie, on pourra dire que les preuves sont assez limitées, mais que les résultats sont de cette façon. Et voilà, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore implémenté systématiquement pour l'instant dans notre rapport, de mettre systématiquement pour chaque synthèse quel est le niveau de confiance et quelle est la concordance entre les preuves. Mais c'est quelque chose qui devrait être fait en fait après, je pense, les premières reviews, au niveau des premières reviews. Et l'horizon temporel, c'est vrai que là, on a mis 2070-2100 parce que c'était les résultats de l'exercice qui étaient faits comme ça, qui se basait sur cet horizon temporel, mais on n'a pas une volonté enfin, il n'y a pas eu forcément de réflexion sur un horizon plutôt qu'un autre. On s'est basé sur comment l'étude évalue ces résultats, et bien souvent, c'est par rapport à cet horizon 2070-2100.
Mais c'est vrai qu'il y a tout un questionnement sur les horizons, mais aussi sur les scénarios de référence, puisque maintenant on a la track, sur la dialectique plus 4 degrés ou pas, alors que bien souvent les études dans les Outre-mer, elles sont sur du SSP, voire même du RCP. Donc sur le discours final qu'on va avoir dans les synthèses à l'intention des décideurs, il y a un travail quand même de réflexion à mener sur comment on les présente en termes d'horizon et en termes de scénario. Et là, je vous avoue que j'ai pas encore les réponses. Ça peut faire partie de l'étape consultation aussi, de voir comment les parties prenantes s'approprient ce message. Ouais, moi, les premiers retours que j'ai eu sur le terrain, c'est que l'horizon 2070-2100, les personnes le perçoivent comme quelque chose de très lointain. Et ils ont des logiques opérationnelles. Moi, c'était le directeur de l'ARS à La Réunion, je crois qu'il m'avait dit ça. C'est qu'il a des équipes à déployer, il a des moyens à demander à l'horizon de 10-20 ans. Et donc, des projections à l'horizon fin de siècle, ça lui paraissait un peu abstrait. Après, la logique des horizons temporels lointains, c'est qu'on s'affranchit aussi de la variabilité climatique contemporaine. Je comprends aussi cette logique scientifique qui est derrière ça. Mais enfin, il y a une vraie réflexion à mener là-dessus et je vous avoue que j'ai pas beaucoup plus de réponses que ça. Laurent, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, merci. Très bien. Alors, il y a encore une main levée de Sarah Voirin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Donc moi, je suis responsable de l'adaptation au changement climatique au Conseil pour le climat. Et je trouvais ça très intéressant ce que vous avez présenté. Et je me posais justement aussi ces questions sur finalement les référentiels d'adaptation, puisque vous aviez dit que il y avait depuis le lancement de la TRAC, cette idée de présenter maintenant les résultats des impacts exposition vulnérabilité en fonction de la TRAC, alors que effectivement les données existantes sont plutôt à base de RCP, SSP, etc. Et je me posais aussi la question de comme la TRAC c'est le scénario tendanciel, est-ce que va se poser la question aussi de prendre finalement des niveaux de réchauffement plus élevés en tenant compte voilà, des incertitudes qu'on a, notamment pour ce qui est de la montée du niveau de la mer, et donc de prendre en compte les impacts qui seraient de probabilité plus faible, mais avec voilà, des conséquences plus catastrophiques. Est-ce que ça fait partie des réflexions qui sont posées dans vos recherches? Ça, c'est une première question. Et après, c'est une question plus en termes de politique publique, sur comment est-ce que vous avez déjà un peu présenté, et c'était très intéressant de voir comment est-ce que vous situez le projet par rapport aux autres initiatives en cours, par rapport aussi aux autres acteurs du climat plus institutionnels et locaux à La Réunion. Je me demandais comment est-ce que vous situez un petit peu l'apport de ce projet par rapport notamment au lancement du PNAC 3 et aux actions, même s'il y a peu d'actions sur les Outre-mer. Mais cette idée de décliner la TRAC à la fois pour faire des services climatiques et aussi l'intégrer dans les documents de planification, donc ceux qui vont s'imposer aussi au territoire ultramarin. Et donc voilà un petit peu comment est-ce que vous voyez ce lien entre ce que vous produisez en termes de connaissances et les politiques publiques qui sont en train de se reconfigurer, aussi avec la COP régionale, etc. Je ne sais pas, voilà, si peut-être qu'il y a des personnes du ministère de l'Outre-mer aussi présentes qui pourront répondre, ou si vous pouvez répondre. Voilà, c'est des questions qui nous intéressent. Et je fais un petit teaser aussi sur le fait que nous allons sortir un rapport sur la territorialisation de l'action climatique fin 2025. Et dans ce cadre, on serait très intéressé de continuer à avoir des échanges, peut-être un peu plus en bilatéral avec, avec des personnes qui travaillent sur la production de connaissances dans les territoires ultramarins, à la fois sur l'adaptation et l'atténuation, et preneur de toute info qui pourrait nous aider dans notre évaluation de cette action climatique territoriale. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, pour la deuxième question sur la partie politique publique, où je ne pourrais pas tout à fait prononcer sur comment ça se reconfigure en interne
au sein des politiques publiques territoriales. Ce que moi je ressens de mon point de vue un peu plus externe, on va dire, c'est que l'adaptation est un sujet qui est sur toutes les lèvres, mais que c'est encore un sujet assez compliqué. Enfin, c'est un sujet complexe et encore où il y a encore un manque je pense, de formation et d'acculturation au sujet. Et donc nous, c'est ce qu'on faisait essentiellement au sein des COP, au sein des exercices SAR. Par exemple, pour le SAR de La Réunion, il y avait une consultation citoyenne. Moi, j'ai fait une présentation en fait sur les questions des risques climatiques et d'adaptation. Je présentais le projet, j'avais différentes slides qui présentaient les cascades d'impact sur les risques territoriaux, sur la ressource en eau. Et donc, on fait plus de la pédagogie, du transfert de connaissances, je dirais, pour l'instant, puisque le projet n'est pas abouti, on n'a pas encore des synthèses territoriales validées, donc on ne se permettrait pas pour l'instant de dire quels sont les enjeux émergents pour chaque territoire. Donc ça, c'était pour la deuxième question. Pour la première question, je ne suis pas sûr tout à fait d'avoir compris ce que vous vouliez dire sur les niveaux de réchauffement et la traque, c'est-à-dire sur les discours en bout de chaîne qu'on devrait, enfin, comment, si on pensait à comment phraser nos discours par rapport à ces différents cadres de référence. C'était ça un peu la question? Non, c'était plutôt sur le fait de prendre une marge de précaution par rapport à la traque, notamment pour ce qui est de la protection de territoires à long terme ou avec des enjeux spécifiques, des organismes d'importance vitale pour la nation qui nécessiteraient des marges de précaution en outre-mer par rapport à la traque, qui est finalement le scénario tendanciel des émissions, mais on ne sait pas si en fait les engagements internationaux seront tenus et permettront de rester à 4 degrés en fin de siècle pour la France. Enfin, voilà, c'est la moyenne, mais c'est sûr que pour les outre-mer, c'est encore différent. Oui. C'est plus cette réflexion sur, c'est bien et c'est déjà énorme d'avoir essayé de un petit peu homogénéiser avec cette trajectoire de référence. Mais quid de, voilà, au-delà, il y a quand même des risques qui sont non négligeables, surtout pour les outre-mer insulaires. Donc, je me posais un peu la question. Merci. Oui, ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué de communiquer sur ça. Je pense que déjà, il y a il y a une idée d'avoir une équivalence à la traque, puisque la traque, elle est quand même basée sur la France hexagonale. Donc le 4 degrés de réchauffement de la France hexagonale, je ne suis pas sûr à quoi il correspond exactement pour chacun des outre-mer. Donc je pense que la première étape, ce serait déjà de décliner l'équivalence pour ces outre-mer. Et en cascade, ce que ça correspond en termes d'impact. Parce que au final, dans les territoires, ce que je constate, c'est que les acteurs, ils sont assez sectorisés et ils ont des attentes assez précises. Quel va être l'impact sur les risques littoraux pour 4 degrés? Eux, ils se posent la question de quel littoral en fait va être impacté, pour quel niveau de hauteur d'eau, etc. Et donc, ce serait d'aller sur la quantité. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour la traque, associé à une traque, il faudrait associer à cela un niveau de hauteur d'eau et peut-être même un niveau d'impact à l'échelle du territoire. Reconstruire en fait toute la cascade d'impact par rapport à un scénario de référence. Et comme ça, il y aura une espèce de correspondance entre impact territorial et scénario national de référence. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question. Oui, merci beaucoup. Alors, je vois 3 mains levées, une main d'Ali, une main de Samuel et une main de DSER, CNRM, GMGEC. Donc, peut-être que je prendrai cette dernière-là, puisque Ali et Samuel ont déjà parlé. Merci, bonjour, c'est Lola Corr de ClimStat Bonjour Lola. à Météo France. Oui, je prends la parole un petit peu au sujet de la traque, puis juste pour dire que il y a des travaux en cours à Météo France dans le cadre du projet qui s'appelle Socle Outre-mer. Je ne sais pas si Kevin t'en a entendu parler. Donc c'est exactement ce que tu disais, hein. On a prévu en fait, de décliner la traque sur les différents territoires outre-mer. Donc les travaux ont commencé et il y a déjà des résultats préliminaires sur l'île de la Réunion. Donc effectivement, le plus 4 degrés, c'est un réchauffement France qui correspond à un plus 3 monde. Et donc on sait déjà que ce n'est pas les mêmes niveaux de réchauffement qu'on va retrouver sur les outre-mer. Et du coup, j'ai une question en fait à propos de ça parce que bon, le projet il n'est pas fini et je vais déjà t'embêter sur la suite. Mais en gros, je comprends que c'est un petit peu fini pour intégrer des nouvelles études dans le cadre du WP1. Et voilà, nous, avec tous les travaux qui sont en cours, presque, je me dis, c'est
un peu dommage. Est-ce que vous avez déjà commencé à penser à la suite? Est-ce que c'est des rapports qui ont vocation à être mis à jour, un peu comme les travaux du GIEC, ce genre de choses? Oui, en fait, j'ai dit qu'il était fini, c'est-à-dire que tout le squelette est là et on a complété le maximum d'informations qu'on pouvait. Mais on a bien sûr des trous, notamment on attendait Clipsa initialement, qui était pas, où on n'avait pas encore les résultats des projections. Mais maintenant qu'il y a le socle outre-mer, alors je ne sais pas quand est-ce que vous attendez exactement les résultats du socle, mais si on pouvait, avant de publier, à faire une remise à jour du WP1, tant mieux, hein, c'est pas gravé dans le marbre pour l'instant ce qui a été écrit, hein. Il y a une première version avec une première vérification, mais c'est pas gravé encore dans le marbre. Ok, merci. Alors, je pense que c'est Samuel Somo qui a une petite main levée encore. On a quelques minutes, Samuel. Alors, donc je reviens avec ma deuxième question. Moi, la deuxième question était plus sur les liens entre cette initiative du CNRS et ce qui peut se faire un peu par ailleurs. Donc, ça rebondit un peu sur la question de Lola. Et donc, il y avait des sous-questions là-dedans. C'est, en gros, euh, aujourd'hui, en plus du rapport du GIEC, il y a des rapports souvent régionaux, d'experts régionaux qui sont écrits. Donc, je sais que ça existe pour la Baltique, la Méditerranée, l'Arctique. Peut-être ça existe, je ne sais pas, hein, pour l'océan Indien, le Pacifique. Ou je vais savoir comment vous êtes placé par rapport à ces rapports d'experts régionaux, s'ils existent. Une autre sous-question, c'est de savoir un peu quel est le niveau d'implication que vous attendez des chercheurs. Donc à Météo France en particulier, il y a pas mal de gens chercheurs du laboratoire, travaillent sur ces régions-là, mais je ne sais pas du tout s'ils ont été impliqués et à quel moment, ni dans la partie review, ni dans la partie outline du rapport. Donc je voulais savoir quel niveau d'implication des chercheurs vous attendez dans la timeline qui est affichée à l'écran. Et enfin, d'un point de vue un peu plus institutionnel, comment cette initiative qui a l'air d'être très très CNRS s'intègre avec les travaux de l'IRD, qui est très important sur ces zones-là, donc les nouveaux travaux de Météo France, peut-être l'IFREMER, institut que je connais moins. Est-ce qu'au final, le projet, ça va être quelque chose porté multi-institut ou c'est vraiment un objet du CNRS? D'accord, merci. Alors, je réponds à la première question et peut-être que pour la deuxième, je passerai à Jean-Pierre, qui est représentant de CNRS à La Réunion, et PI du projet. Alors, pour la première, en fait, nous, sur la première version du rapport, on l'avait construite en étant en contact avec surtout les directions interrégionales, donc, comme je l'avais dit, d'IROI, d'IRAC, d'IRPF, et donc un peu moins avec le CNRM. Et donc, ça a peut-être pas percolé l'information jusqu'au CNRM. Et après, si des personnes du CNRM souhaitent s'impliquer, tant mieux. Écoutez, ça ne fera que enrichir le rapport. Donc, pour l'instant, c'était surtout les directions interrégionales qui avaient apporté des informations ou relis une première fois cette version. Et ensuite, sur le niveau d'implication, bon, bien sûr, c'est du travail bénévole, comme est le travail pour le GIEC. Donc, on n'exige pas un niveau, enfin, on exige tout niveau d'implication. Ça peut être simplement de relire une sous-section du rapport. Ça peut être d'aider à consolider un chapitre, de participer à l'écriture d'un chapitre entier. Les niveaux d'implication, ils peuvent être très variables en fait. Ça peut être dans la phase de relecture aussi, parce qu'on veut à la fois des auteurs, mais aussi peut-être des reviewers et peut-être scinder les différents groupes pour éviter peut-être, juste par souci on va dire d'éthique, où ce serait plus cohérent d'avoir des auteurs qui ne sont pas reviewers peut-être. Et donc sur la deuxième question, sur le lien avec les autres instituts de recherche, peut-être Jean-Pierre, tu peux dire quelques mots. Oui, ben, merci pour la question. C'est pas spécialement facile de répondre, mais bon, ce que je peux dire, c'est que ce projet, il a été décroché par Anne Renaud, qui était chargée de mission Outre-mer du CNRS, hein, donc, et grâce aux relations qu'elle avait avec le ministère de l'Outre-mer. Bon, ça a été discuté sur un coin de table avec la préfète Outre-mer. Il a été sous-dimensionné dès le départ très, très fortement. On voit bien qu'il y a, grâce au travail de Kevin, il y a un engouement, il y a une synergie des actions qui se fait et on voit qu'il y a un objectif final qui est vraiment assez attrayant. Donc là, on vient juste de sauver un petit peu le projet avec une prolongation temporaire jusqu'en septembre 2026. Bon, effectivement, il faut réfléchir à d'autres moyens de travailler sur le long terme. Peut-être un moyen que je vois, mais il faudra y réfléchir avec, hein, c'est que on est avec la région Réunion dans la même volonté de créer un grec euh, sur la région Réunion. On va vraiment chercher
des compétences ailleurs, hein. Donc, vous parliez de l'IRD, ça peut être, bien sûr, ça sera ça. Il faut élargir un petit peu le, le cercle et la communauté pour pouvoir arriver à faire vivre ce projet jusqu'à ce qu'il ait un résultat bon, qui sera ce qu'il a, parce qu'à un moment donné, c'est comme une thèse, il faut arrêter un travail, mais surtout, il faut bénéficier de la structure qui a été mise en place par Kevin pour pouvoir la prolonger et puis la mettre à jour périodiquement. Alors, peut-être que ce sera à travers le grec ou avec d'autres initiatives qu'il faudra qu'on réfléchisse à ça. En tout Merci cas, merci Jean-Pierre. pour avoir donné l'écoute à Kevin dans le PEPR Trax et puis sur les appels à contribution aussi. On aura vraiment besoin de vous. Alors justement, peut-être pour terminer, Samuel demande s'il y a un processus pour candidater en tant qu'auteur ou que reviewer et une sorte d'appel qu'on puisse partager dans les réseaux. Donc si vous lancez ça, ben, n'hésitez pas à nous le faire savoir et puis on pourra relayer. Et on reste en contact pour la suite, évidemment. C'est déjà très bien que ça puisse être prolongé là. Oui, et peut-être en complément des réponses qui ont été apportées par Jean-Pierre et Kevin sur ces aspects-là, ben, c'était justement l'objet de ce webinaire ce matin, que de favoriser un portée à connaissance plus large de cette initiative dont on a appris l'existence il y a quelques mois. Et on a construit ce webinaire dans cette perspective-là pour justement voilà, favoriser le partage d'informations et les réponses que l'on voit ce matin nous encouragent effectivement à essayer de favoriser une proactivité vers les communautés scientifiques pour s'assurer que ce rapport-là ben, puisse être au meilleur niveau possible et comparable dans une certaine mesure aux rapports régionaux dont a parlé Samuel, que ce soit sur la Méditerranée, la Baltique ou d'autres régions. Quelque part, c'est ce rapport sur les outre-mer, alors tropicaux plus Saint-Pierre-et-Miquelon français, ça peut être aussi une pierre à l'édifice très, très utile dans ce contexte-là. Après avoir aussi, on n'a pas eu le temps d'y revenir aussi ce matin, est-ce qu'il existe d'autres rapports de ce type régionaux sur les bassins indiens, Antilles-Guyane ou Pacifique? Je ne sais pas si Kevin, tu as une info là-dessus. Ça faisait partie des questions. En tout cas, voilà, ce rapport-là, il a cette vision nationale française pour les territoires d'outre-mer, en tout cas pour un certain nombre de territoires d'outre-mer. Euh, Ça n'empêche pas, bien sûr, de le voir sous une angle plus géographique, avec d'autres parties prenantes, d'autres pays dans ces différents bassins. Et il y a peut-être une articulation à construire à ce niveau-là aussi. Oui, pour répondre à cette question là que j'avais zappé, désolé. Alors pour l'océan Indien, j'ai pas vu grand-chose de rapports régionaux sur l'océan Indien. Mais après, pour les autres bassins, j'ai pas encore parcouru suffisamment la littérature, donc je pense que j'ai peut-être raté des choses. Par contre, dans le Pacifique, j'étais tombé sur différents rapports qui avaient initié la communauté du Pacifique Sud, je crois. Un peu l'équivalent de la commission de l'océan Indien. C'est un peu un regroupement de différents États insulaires de la Nouvelle-Zélande, et en fait, ils génèrent aussi des rapports régionaux. Et donc, bon, je ne les ai pas beaucoup parcourus pour l'instant parce que je me suis pas centré sur ce bassin, mais ça existe, ouais. Et donc, je pense qu'il y a aussi des liens à tisser géographiques, aussi bien pour l'océan Indien avec la commission de l'océan Indien, dans les Caraïbes avec la CARACOM, je crois, je ne me souviens plus exactement du nom de la commission caribéenne, et dans le Pacifique. Merci beaucoup. On a juste une toute petite question sur la taille du rapport, parce que tu vois, il y a déjà pas mal de relecteurs qui peuvent se proposer. Alors, à la louche, le Working Package, donc changement climatique observé attendu, ça doit faire une centaine de pages. Sachant que moi, je ne fais pas comme le GIEC, c'est-à-dire je ne me concentre pas trop sur la question des processus. Dans le Physical Science Basis, vous l'avez déjà parcouru, il y a beaucoup de questions et de questionnements sur les processus, en fait, dans le système climatique, les processus de forçage, les aérosols et compagnie. Moi, je me concentre vraiment sur ce qui est observé et attendu à l'échelle des territoires, en termes d'évolution, des paramètres, température, précipitation, etc. Donc, cette partie, elle fait à peu près une centaine de pages. Et après, chaque analyse sectorielle, c'est aussi à peu près une centaine de pages. Alors, environ 50 pages sur les situations transposables qui sont en fait un agrégat des différents chapitres du deuxième rapport du GIEC, le Working Group 2, donc sur les villes, sur la santé, etc. Et après aussi, ça vient des articles de review, comme je disais, de l'IPBES, etc. Et après, une autre cinquantaine de pages par territoire à peu près, où là, en fait, c'est chaque étude, qu'est-ce qu'elle a été, enfin, l'étude maladie vectorielle, qu'est-ce qu'elle a dit, l'étude maladie cardiovasculaire, qu'est-ce qu'elle a dit, l'étude inondation, etc.
Donc ouais, je dirais centaines de pages par chapitre en fait, à peu près. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut clore ce webinaire très riche à la fois en résultats et en interactions. Donc, les prochains rendez-vous. Donc, l'AGTRAX aura lieu du 4 au 6 février à Grenoble. Les inscriptions sont closes ou quasiment, puisqu'on est complet par rapport au lieu qui peut nous accueillir, à quelques rares exceptions près. Mentionne aussi ERCA, donc le European Research Course on Atmosphere, en janvier à Grenoble, la semaine précédente. Donc là aussi, les inscriptions sont closes et on est heureux que plusieurs collègues de Trax soient inscrits en tant que participants ou participantes ou intervenantes à cette école d'hiver. Les AMA 2025 sont annoncés donc à Toulouse du 17 au 21 mars. Et le sujet cette année, c'est la modélisation à l'échelle kilométrique. Et puis on mentionne aussi, même si là aussi les inscriptions sont closes, l'école des Ouches, Arts et Sciences face au changement climatique et à la transition fin mars, avec aussi une participation d'un certain nombre de personnes de Trax dans l'organisation et dans la participation à cette école. Voilà, et donc pour rester au courant de ce qui se passe dans Trax, abonnez-vous à la newsletter. Et dernier teasing avant de vous laisser aller déjeuner, le site web de Trax, le vrai, le bon, va sortir dans quelques jours. Il est quasiment terminé et donc on pourra communiquer à ce sujet-là. Et ce sera aussi un bon moyen de rester informé de l'actualité Trax et de tout ce qui se fait dans les communautés scientifiques en rapport avec la modélisation du climat, les impacts, l'adaptation, les services climatiques pour les mois et les années à venir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à Kevin. Au revoir.